Il est un peu plus de 12h34 et Jessie sourit. Bonjour Jessie. Bonjour Danick. Qu'est-ce qui vous rend si joyeuse? Vous? Ah bon, ouais, maintenant, tant mieux. Je croyais que c'était Vanessa. Sinon, aujourd'hui, on va parler beaucoup santé avec la directrice de l'Observatoire de la santé, l'Observatoire régional de la santé, Vanessa, qui est déjà là, et Vanessa Corneli. Voilà. Et plus tard, on aura cette chronique juridique habituelle, comme chaque jeudi. Mais sinon, dans l'actualité, aujourd'hui, on ne parlera pas de Canal Sat, puisque les négociations reprendront demain. Voilà. Rien n'est encore sûr. Par contre, sur le plan politique, c'est parti pour le défilé. Et le premier arrivé, c'est Alain Juppé, Danick. Donc, il est arrivé hier soir en Guadeloupe. Le candidat à la primaire de la droite pour l'élection présidentielle de 2017 profitera de ces 2 jours de visite pour rencontrer ses partisans. Une visite qui devrait lui permettre de publier un projet pour les Outre-mer. Et les employés communaux de la ville de Capesterre-Belle-Eau se sont mobilisés ce matin. Cette mobilisation qui touche le CECAS, la police et la caisse des écoles a pour but de dénoncer les conditions de travail des salariés et réaffirmer leurs revendications sur leurs évolutions de carrière. Et un nouveau centre sportif verra le jour en Guadeloupe. Il s'agit du projet En Forme, initié par Laura Flessel et Michael Munier. Ce centre sera ouvert exclusivement aux patients atteints d'obésité. Il présentait donc ce nouveau projet mardi au CREPS. Bien, alors on parlera de ce centre probablement dans une de nos prochaines éditions aussi, puisque nous avons le docteur Velayandon qui viendra la semaine prochaine parler justement des problèmes d'obésité. Et ce sont des problèmes qui affectent effectivement la santé des Guadeloupéens. Et ce n'est pas Vanessa Corneli qui va nous démentir. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, je disais tout à l'heure en off que l'ORSAG fait une messe, enfin une espèce de grande messe, grande réunion, aujourd'hui on fait demain. Alors on voulait savoir un petit peu l'objectif réel de ce genre de rencontre. Qu'est-ce que ça vous apportera à l'ORSAG et peut-être même au-delà aux Guadeloupéens? C'est que je suis souvent venue sur ce plateau et souvent vous m'avez parlé de notre manque de notoriété et le manque de communication. Donc c'est vrai que l'ORSAG est un outil qui est destiné aux professionnels de santé et c'est vrai qu'à part les institutions comme l'ARS, la CGSS, il s'avère que très peu de professionnels de santé ont connaissance de ce que fait l'Observatoire et ce qu'on travaille sur la santé. C'est vrai que c'est bien de savoir qu'il y a des données de santé qui peuvent être mises à disposition. Donc c'est une manifestation qui n'est pas tout public, qui est vraiment ciblée sur les professionnels et les gens qui ont intérêt sur la santé, qui s'intitule de l'observation à l'action, parce que le tout n'est pas de distribuer des chiffres, mais c'est aussi de montrer comment les travaux réalisés par l'ORSAG, mais nous avons aussi invité les observatoires de la Réunion, l'observatoire de la Picardie et du centre. L'idée, c'est de montrer les travaux et quelle est l'utilité à derrière. Donc, c'est vraiment mettre en lumière l'ORSAG et montrer l'utilité des travaux. Donc, il y aura aussi nos principaux partenaires que sont la CGSS, l'ARS qui seront là aussi pour montrer en quoi nos travaux les accompagnent dans leur activité institutionnelle. Est-ce que c'est une manière de pouvoir travailler plus étroitement avec les acteurs de la santé? C'est aussi ça, parce qu'effectivement, pour le moment, on travaille essentiellement avec les grands ordonnateurs de politique, mais c'est vrai qu'on peut accompagner des projets de santé, de professionnels, qu'un projet sur le terrain, les accompagner à la mise en place des études, toujours pour mieux connaître la population. Et puis, être une association, c'est vrai que le but sera peut-être aussi d'accroître notre nombre d'adhérents. Voilà. D'accord. Alors, par exemple, en quoi pourraient servir certaines études, par exemple pour médecins généralistes? C'est de mieux connaître leur population, de savoir parce qu'en fait, souvent, quand on est dans sa pratique quotidienne, on est ciblé, on voit son patient, mais c'est vrai que c'est important de savoir, je ne sais pas, est-ce que les cancers, c'est une nouveauté en Guadeloupe? Est-ce que ça a toujours existé? Est-ce que l'actualité, la surcharge pondérale, comment elle se situe en Guadeloupe? Vous avez parlé du projet de Laura Flessel, où on en est concrètement. Donc c'est vrai que les travaux de l'ORSAG permettent de se situer et de voir comment la situation globale de la population évolue. D'accord. Et donc, qu'on comprend un peu, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes venu plusieurs fois sur ce plateau, vous faites des observations
est-ce que, j'ai pas envie de dire est-ce que ça sert à quelque chose, c'est pas ça la question, mais est-ce que ces observations permettent quand même d'améliorer au moins les comportements? Parce qu'en fait, si je comprends bien, l'ORSAC observe, transmet ces données à la population par le biais des médias quand ça arrive que vous venez ici, mais au niveau des praticiens, qu'est-ce qui se passe? C'est justement là, c'est vrai que souvent les gens ne savent pas qu'on existe. Je vous dis, nos commandes viennent de l'ARS qui met en place sa politique, mais c'est vrai que souvent il manque souvent j'entends les gens parler des données du niveau national et ils ne savent pas qu'en Guadeloupe, il y a une structure guadeloupéenne qui produit de la donnée. Comment ça veut savoir quand même? Vous êtes déjà venu ici pas mal de fois. Oui, mais au niveau des professionnels. Oui. Même des professionnels. Oui. Donc du coup, c'est vrai qu'on a choisi un samedi pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Et puis ça s'inscrit dans une autre dynamique. C'est vrai que là, l'ORSAC, je vous l'ai dit, a déménagé il y a quelques temps. On a aussi aujourd'hui un nouveau logo. Oui. Donc, vous allez le voir tout à l'heure. Vous allez le montrer, très bien. Effectivement, donc on est dans une dynamique un peu nouvelle. Donc Et puis, c'était important aussi d'avoir nos partenaires des autres observatoires pour échanger sur les travaux. Par exemple, La Réunion va présenter un travail très intéressant sur les violences sexuelles. Comment un travail d'observation a aidé à mettre tout un dispositif d'alerte sur les violences faites aux femmes, parce que c'est un problème réel à la Réunion. Et c'est aussi l'occasion, en dehors de la manifestation de samedi, de pouvoir échanger avec mes collègues directeurs sur les orientations, sur les travaux qu'on pourrait proposer, développer en Guadeloupe. Nous, pour le moment, on n'est que sur de la donnée essentiellement statistique, mais l'idée sera aussi de pouvoir savoir est-ce qu'effectivement, et c'est de plus en plus demandé, on a des données un peu froides, mais derrière, la parole des Guadeloupéens, pourquoi... Qu'est-ce qui explique nos chiffres? Donc effectivement, peut-être avoir une orientation plus sur la sociologie qui ne sera peut-être pas portée par l'ORSAC, mais en partenariat avec d'autres structures locales. Mais effectivement, nous, on est toujours là pour améliorer la connaissance, mais aussi par nos travaux, pouvoir avoir des éléments d'explication qui vont peut-être aller chercher dans des disciplines que nous, on n'aborde pas aujourd'hui. Alors, est-ce que les acteurs de la santé qui sont en contact direct avec les patients pourront vous commander des études? Oui, c'est possible, ça peut passer. Donc là, par exemple, on travaille depuis quelque temps avec l'URPS Médecins. On n'a pas encore de commande, mais c'est vrai qu'ils sont au courant et c'est aussi une façon. Voilà, c'est possible effectivement de s'intéresser à ce qui se passe. On fait beaucoup de travaux de recherche en milieu hospitalier, mais pourquoi ne pas développer la recherche sur la clientèle? Ça fait partie des projets du département de médecine générale, développer des projets de recherche auprès de la clientèle des médecins. Enfin, c'est vrai qu'on peut effectivement être porteur de projets qui permettent de mieux connaître la population. Donc c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de créer de nouvelles passerelles en fait pour l'ORSAC. Alors, sur un plan tout à fait concret, pour les gens qui nous regardent, qu'on ne reste pas dans une espèce de bulle, vous êtes des porteurs d'alerte. Alors, on va prendre un exemple qui remonte à assez longtemps. Je vous avais découvert, comme Christophe Colomb n'a pas découvert, moi je vous avais découvert, à la région, le jour où il y avait ce fameux séminaire, je ne sais pas comment on appelait ça. Un congrès. Congrès sur la santé. Et vous étiez intervenu sur les problèmes alimentaires, entre autres. Hein. Oui. Alors, est-ce que ce type d'intervention n'est pas plus profitable que d'aligner des chiffres? Oui, il faut faire connaître, mais c'est parce que j'aligne des chiffres que je suis présente à ce type de manifestation. Oui, non, on peut aligner les chiffres, mais la traduction concrète, c'est-à-dire que des gens qui vous voient là aujourd'hui disent, bon, madame de l'ORSAC, je ne sais pas ce que c'est que l'ORSAC, on va le rappeler encore tout à l'heure, mais concrètement, le type ou la dame ou l'homme qui souffre d'obésité, qui surpoids, etc., il ne voit pas le rapport entre l'ORSAC et son cas particulier. Son cas, parce que l'ORSAC ne travaille pas justement sur le cas particulier. L'ORSAC, effectivement, on va mettre, comme vous dites, donne des informations, des alertes, pose des constats. Et effectivement, c'est censé se traduire par... là, il y a des actions sur la prise en charge, par exemple, de l'obésité. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais que l'ARS travaille à la mise en place d'une filière obésité chez les adultes. Et c'est qu'après, effectivement, la personne qui a ce souci de santé pourra peut-être espérer avoir un meilleur suivi, parce qu'effectivement, il ne suffira pas d'annoncer l'obésité, c'est qu'est-ce qu'on lui propose derrière. Oui. Donc nous, on est vraiment
En tête de gondole. En tête de gondole, oui. Et c'est vrai que ça que je vous dis qu'effectivement notre public est essentiellement le public professionnel qui après peut utiliser, traduire, observer les actions et ça peut se traduire par des actions de prévention ou sur la mise en place de tout un programme de prise en charge. Pour faire une image, vous seriez un petit peu comme l'INSEE par rapport à la société. C'est-à-dire que l'INSEE donne des chiffres sur le chômage, etc. Mais l'INSEE lui-même ne règle pas les problèmes de chômage, en fait, c'est ça. L'INSEE est l'un des principaux producteurs de données qu'on utilise dans nos travaux à côté des santé. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, oui. Vous donnez... Alors, par ailleurs, les professionnels de santé que vous visez, parlez des médecins, les pharmaciens, quels sont les professionnels qui sont visés par la réunion qui se tiendra samedi? On a samedi. Ciblé les médecins, les kinés, les infirmiers, les sages-femmes, les podologues. Non, mais on les a pas. On est passé surtout par le canal. Ils ont des organes de représentation. Donc il y a de côté les ordres. Ouais. Il y a de côté les ordres. Il y a aussi les URPS. Ouais. Donc ces personnes-là ont été conviées. Après l'idée, c'est vraiment l'effet boule de neige. C'est clair qu'on n'allait pas inviter toute la population médicale, mais au moins que les principales instances, les principaux représentants soient informés et quitte à faire passer l'information. Les collectivités ont également été conviées puisqu'on travaille beaucoup avec l'ARS au niveau des profils socio-sanitaires dont vous avez connaissance. Oui. Donc c'est vrai qu'aussi, de plus en plus... Les gens qui font les projets Canaries, c'est ça? Non, ça c'est notre projet. Canaries, c'est autre chose. Voilà. Oui. Non, mais les profils socio-sanitaires, c'est vraiment un outil qui est utilisé quand on met en place les contrats locaux de santé. Donc, c'est décliner les politiques de santé à l'échelle des communes. Donc, c'est que les élus sont de plus en plus associés à la problématique de santé de leur population à l'échelle communale. Donc, l'ORSAG, effectivement, depuis un certain nombre d'années, produit. Le dernier en date, c'est celui de Trois-Rivières et de Vieux-Fort. Mais c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on a produit essentiellement sur la Grande Terre. On a couvert chaque commune de la Grande Terre, hormis Sainte-Anne. Et là, on va partir sur le Nord-Basse-Terre avec Sainte-Rose. Parce que c'est vrai que quand l'ARS va apporter sa démarche de santé, le profil de l'ORSAG donne une version standardisée de l'état de santé de la population, des évolutions. Après, effectivement, s'accompagnant du regard des gens du terrain qui peuvent effectivement expliquer ou utiliser nos données. Voilà. Alors, comment ça va se passer samedi? Vous allez vous concentrer sur la présentation de l'ORSAG ou aussi aborder les principaux fléaux qui touchent la Guadeloupe? Donc, effectivement, on va aborder les travaux de l'ORSAG. On va aussi avoir une vision très générale des enjeux de l'observation, puisque effectivement, chaque région observe. On va avoir la vision de nos principaux partenaires parce que c'est observer pour que ça ait une utilité. Donc, comme j'ai dit, la CGSS, les RS seront là et donneront leur vision. Les directeurs d'ORS présents vont aussi aborder la question des problématiques d'intérêt dans leur région. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir des temps d'échange. Et certains travaux de l'ORSAG, comme les travaux récemment réalisés sur le handicap ou sur la surcharge pondérale, les maladies, les principaux fléaux chez nous, que sont aujourd'hui l'obésité, le diabète et la SIDA, seront également évoqués. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer concrètement à ces gens qui nous méconnaissent l'observation, concrètement, à quoi elle sert. Voilà. Et justement, au cours des précédentes émissions auxquelles vous avez participé ici, on a beaucoup parlé des résultats, enfin, des enquêtes que vous avez menées. Alors, si on vous posait la question comme ça, boule pour point, le profil santé de ce pays de Guadeloupe, qu'est-ce qui va mal, quels sont les pics ou bien les bons, les mauvais points au niveau santé, pas au niveau de, on va dire, des pathologies, mais enfin pas tellement des remèdes, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la santé aujourd'hui en Guadeloupe? Qu'est-ce qui va pas? Alors, ce qui va bien, c'est qu'effectivement, on meurt de plus en plus tard, donc ça veut dire que globalement, on vieillit. Oui. Et c'est une bonne nouvelle, ça, de savoir que la population vieillit? C'est une bonne nouvelle, sachant qu'à côté, il semble que les principaux, toujours décideurs, prennent à bras le corps le problème et essaient d'anticiper effectivement tout le flot de personnes âgées qu'on aura. Oui. Voilà. Après, le problème demeure effectivement l'obésité qui est le point d'entrée à pas mal de maladies chroniques. C'est un problème qui grossit, l'obésité. Qui grossit, mais pas tant que ça. Quand on compare un petit peu, ces dernières années, il n'y a pas eu une explosion. Ah bon? On reste à un niveau élevé. Oui. Il faut faire quelque chose pour diminuer. Oui. Mais
sur certaines données, il n'y a pas une explosion. Voilà. Alors, pour affiner, on va aller au cœur du problème. Sous l'obésité, c'est plus les femmes qui sont touchées que les hommes, paraît-il. Nettement plus en Guadeloupe. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à côté, et parallèlement, comme je vous dis, il y a des actions qui sont mises en place, mais on en parle souvent, mais c'est vrai que les actions pour renverser les tendances, voir les résultats, ça prend du temps. Mais il y a une prise de conscience, il y a des offres. Il y avait un séminaire nutrition récemment organisé par l'ARS où on s'est rendu compte que depuis le LKP, ça peut être un détail, hein, oui. Depuis le LKP, avec le programme national nutrition santé, manger 5 fruits et légumes, vous avez beaucoup, l'offre en fruits et légumes, c'est beaucoup développé, que ce soit quand on regarde ne serait-ce qu'à Jarry, qu'en bord de route, les barquettes de fruits à l'entrée de Jarry, près de la nouvelle poste. Donc c'est le résultat direct de votre travail, ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais pas si c'est le travail, mais en tout cas, je pense que tous les programmes de promotion, on en parle quand même beaucoup plus. On en parle plus depuis un certain nombre d'années. C'est ça qui tend nous, quoi. Voilà. Ouais. Donc, c'est qu'on observe, en termes d'offres, en tout cas, c'est un élément. Après, effectivement, on n'a pas fait le bilan du nombre de structures qui ont ouvert et qui offrent des fruits et légumes. Mais c'est vrai que c'est un indicateur qui peut paraître intéressant parce qu'avant, on ne voyait pas ça. Les marchés fermés, il y en a un à l'entrée du réseau, 700 mètres comme on dit, qui est à la côte. Donc je veux dire, il y a quand même, en tout cas, une offre de consommation. Mais, comme on dit, on met des points d'alerte. C'est vrai que le gros fléau aujourd'hui, c'est vraiment l'obésité. Oui. Voilà. Deuxième cas, deuxième pathologie qui tue. Qui tue. Alors, l'obésité ne tue pas, c'est un fléau. Ne tue pas, non, ça ne tue pas. Enfin, voilà. C'est vraiment résiduel. Par contre, les cancers ont augmenté. On meurt de plus en plus du cancer ici, et des AVC aussi, puisqu'il y a une campagne sur les AVC, je vous rappelle ça, vous le savez. Oui, il y a une campagne sur les AVC. Les cancers, la tendance est relative. On en parle beaucoup plus, mais il n'y a pas eu de boom en fait. Il n'y a pas eu de pic? Non, l'évolution est constante avec le vieillissement de la population. Parce qu'on a parlé de l'influence de la chlordécone sur les cancers. Et j'ai entendu beaucoup de choses. Les gens sont venus ici raconter. Même des spécialistes venus de France sont venus dire qu'effectivement, depuis la chlordécone en Guadeloupe, le nombre de cancers de la prostate avait augmenté. Est-ce que l'ORSAC confirme ce genre de données? Alors l'ORSAC fait que traiter les données. Oui, mais est-ce que ça paraît dans vos chiffres? Il n'y a pas eu d'explosion, en tout cas. De ce que disent d'autres spécialistes, indépendamment de la problématique de chlordécone, c'est que les populations noires font plus de cancer de la prostate en général, en moyenne. Ça, c'est vrai, vraiment, de voir ça. Visiblement, en tout cas, c'est vrai qu'un oncologue, le docteur Benoît, l'avait signalé. On a autant de cas de cancer de la prostate en Guadeloupe qu'à Brooklyn. Ça, c'est un fait. Oui. Un deuxième fait, c'est que plus les populations, un oncologue que j'avais eu en cours à l'université disait que l'homme était programmé pour développer un cancer de la prostate. Ah bon? Voilà. S'il ne mourrait jamais, à un moment donné, il développerait un cancer de la prostate. C'est rassurant pour moi, ça, d'entendre ça. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il y a une problématique chlordécone, mais en tout cas, sur les chiffres, en fait, il y a une augmentation qui s'en met, une augmentation liée au vieillissement. Après, effectivement, des travaux ont certainement montré des liens, mais visiblement, il y a en tout cas un problème dans nos populations afrodescendantes où on développe, les taux de cancer de la prostate sont plus élevés comparé à une population caucasienne. C'est comme la drépano. La drépano, là, on est sur un terrain un peu plus... Oui, c'est à peu près pareil. Alors, l'autre pic, puisque je me rappelle, il y a une campagne pour l'obésité, puis il y a une campagne pour les AVC. Oui. Alors, est-ce qu'on meurt plus jeune avec les AVC maintenant, en Guadeloupe, pas aux Antilles, je ne vais pas étendre, ou plus d'AVC? Il m'a semblé entendre, mais ça c'est des rumeurs, parce que quand on a un spécialiste, on l'interroge dessus, ah oui, il y a plus de monde qui a AVC, plus jeune qu'avant. Et même des femmes, je dis même des femmes. En tout cas, peut-être ces dernières années, mais comme je dis, globalement, la population meurt, presque 8 décès sur 10 surviennent après 60 ans. Ouais. Donc, et de toute façon, la VSA appartient à la famille, le groupe de maladies de l'appareil circulatoire, c'est la première cause de mortalité chez nous depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ouais. Oui. Ça a toujours été en tête. D'accord. Voilà. Si vous comparez avec la Martinique, la Guyane, on est dans... La Martinique aussi, c'est les maladies de l'appareil circulatoire.
qui constitue la première cause. Donc c'est vrai que moi je parle avec beaucoup de précaution parce que je ne suis pas spécialiste, mais c'est vrai que sur la durée, on n'a pas pour moi les pics on les aurait par exemple avec un tremblement de terre, tout le monde est mort de mort violente par un tremblement de terre. Mais après les évolutions, il n'y a pas de boom comme ça du jour au lendemain, en 10 ans, 20 ans. Les maladies d'appareil circulatoire sont apparues comme la première cause. Ça a toujours été ça. D'accord. Bon, non, mais je reste très prudente parce qu'effectivement, les interprétations, les phénomènes d'explication. Ça peut arriver. Voilà. Question de Jessie. Alors, on l'a vu tout à l'heure, votre nouveau logo. On rappelle que samedi, vous avez une matinée d'échange donc sous le thème de l'observation à l'action. Est-ce que ça veut dire que vous aurez d'autres, justement, vous allez initier d'autres actions par la suite ou prochainement après samedi? Mais ce sera déjà une première. Donc, c'est peut-être pas. C'est un événement ponctuel, on va dire, qui vise à mieux faire connaître l'ORSAG. Après, c'est pas dit qu'on fera ça tous les ans. Voilà, c'est vraiment dans un nouvel élan de déménagement, de changement de logo, de renouvellement de l'équipe, de nouveaux partenariats. Bon, là, on a été sollicité par le conseil départemental, on travaille beaucoup avec l'IRPS médecins, des nouveaux partenaires qui arrivent. Donc, l'idée, effectivement, c'est de marquer le coup et de, entre guillemets, surfer sur la vague où on entend plus parler de l'ORSAG pour, effectivement, donner du concret au fait que, je vienne régulièrement sur votre plateau ou qu'effectivement, les médias relaient de plus en plus nos travaux. Voilà. D'accord. Et donc, avec vos collègues de Picardie, de Guyane et de Martinique, vous allez faire des comparaisons qui ne sont pas raisons d'ailleurs? Non, on ne va pas forcément faire des comparaisons, on va plutôt échanger sur les pratiques ou sur des exemples d'études qui se font et de montrer comment ça se passe dans certaines régions. C'est aussi ça l'idée, c'est-à-dire que l'observation, c'est en Guadeloupe aussi, mais c'est fait dans d'autres régions et on a peut-être des enseignements, nous, à en tirer pour améliorer notre pratique et notre activité. Oui, c'est un petit peu, il va être 12h57, c'est peut-être l'une des dernières questions. Quand vous lancez une étude, comment ça se fait concrètement? Je veux dire, la population, parce que les gens qui nous écoutent sont, entre guillemets, pas vos clients, mais enfin, les gens que vous touchez. Comment ça se passe? Comme l'INSEE, bonjour, on est venu mesurer, etc. Comment ça se passe concrètement? Non, en général, on communique avant sur l'étude. On a un grand temps de préparation qui peut durer. La dernière grosse enquête à laquelle on a participé, parce qu'en fait, on est souvent partenaire d'une étude. Par exemple, Canaries, on est au domicile des Guadeloupéens, mais c'est une enquête avec... Alors, Canaries, peut-être il faut dire deux petits mots dessus quand même, rapidement. C'est quoi Canaries? Donc, comme il est midi, les gens sont bien quoi manger, là, alors c'est quoi Canaries? L'objet de Canaries, c'était de mesurer l'exposition au chlordécone par l'alimentation. D'accord. Mais c'était aussi l'occasion de mesurer, c'est là qu'on a pu mesurer, peser les personnes et évaluer la surcharge pondérale. Donc c'est qu'en général, on prévient les gens et les enquêteurs arrivent avec des documents officiels parce qu'effectivement, notre population est quand même de plus en plus frileuse à ouvrir la porte et méfiante. Voilà. Oui. Donc, la prochaine étude, c'est quoi? Là, on travaille sur le diagnostic des besoins des personnes âgées pour le conseil départemental, l'ARS et la CJSS. Sur les aidants, c'est ça? Non, sur les besoins des personnes âgées en prévision du vieillissement de la population. D'accord. Voilà. Et puis, on va travailler sur une étude sur la sexualité réalisée par la commune de Morne-à-l'Eau, le CECAS de Morne-à-l'Eau. Ouais. Voilà. Résultat dans un an à peu près? Dans le courant de l'année, déjà, pour au moins ces deux-là. Oui. Et le profil qu'on va faire socio-sanitaire de la commune de Sainte-Rose. Voilà. Bien. Écoutez, entre autres. Alors, donc on prend rendez-vous samedi à partir de... Les professionnels prennent rendez-vous, c'est pas... à partir de 8h30. Voilà, en tant que média, vous êtes bienvenue 8h30 jusqu'à 12h30. C'est vous qui ouvrez le bal avec un discours d'ouverture. Ma présidente, puisque l'ORSAG est une association, donc c'est la présidente. Je vous avais promis de l'amener, je ne l'ai pas fait. Madame Geneviève Bruno qui va accueillir nos invités et les professionnels. Et ça va durer jusqu'à midi et demi. Midi et demi. Voilà. D'accord. Bien. On a pris mot. Et puis, on vous reverra dans quelques semaines quand vous aurez de nouvelles informations à nous communiquer, comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci, Vanessa Corneli. Il est pratiquement, il va être 13h. Voilà.
Pendant une demi-heure, on a parlé de l'ORSAC. J'espère que les gens qui nous suivent ont compris que l'importance de cet organisme et que surtout les professionnels qui sont à l'écoute et qui verront cette émission ce soir ou demain matin seront samedi présents. C'est au mémorial. Hein. Voilà. J'ai choisi un lieu historique pour faire cette première rencontre historique aussi. Voilà, merci. Okay, merci beaucoup. Il est 13h, Vanessa, 13h aussi pour Jessie. On va prendre une page de pub et on va se retrouver tout à l'heure pour développer l'information qui sera plutôt politique ce midi. Et il est 13h05, donc on reprend avec les titres de l'actualité de ce jeudi 7 avril. Alain Juppé est arrivé hier soir en Guadeloupe. Le candidat à la primaire de la droite pour l'élection présidentielle de 2017 profitera de ces 2 jours de visite pour rencontrer ses partisans. Une visite qui devrait lui permettre de publier un projet pour les Outre-mer. Et les employés communaux de Capesterre, Bello se sont mobilisés ce matin. Cette mobilisation qui touche le CECAS, la police et la Caisse des écoles a pour but de dénoncer les conditions de travail des salariés et réaffirmer leurs revendications sur leur évolution de carrière. On terminera avec un nouveau centre sportif donc, qui ouvrira ses portes en Guadeloupe. Il s'agit donc du projet En Forme initié par Laura Flessel et Michael Meunier. On poursuit donc avec le développement de notre premier titre. Après la Guyane et la Martinique, Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite pour l'élection présidentielle de 2017, est arrivé en Guadeloupe hier soir pour 48 heures de visite dans notre région. Une visite au cours de laquelle il rencontrera les militants et sympathisants des Républicains en Guadeloupe. Nous entendrons aussi la maire de Basse-Terre, Marie-Luce Panchard, et Sonia Petro, présidente des Républicains en Guadeloupe. Reportage de Charlie Dagonia et Bruno Etonneau. Le comité d'accueil, formidable. C'est vraiment sympa. J'essaie de construire, je le répète, mon propre projet. Je publierai dans les semaines qui viennent, avant l'été, je pense, un cahier sur les Outre-mer. J'étais à Réunion il y a peu de temps, comme vous le savez sans doute, et à Mayotte. Et puis j'irai en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie sans doute avant l'été, donc Wallis et Futuna. J'ai appris auprès de Jacques Chirac à aimer l'outre-mer. Il m'a communiqué sa passion et sa compréhension de ces terres qui sont tellement attachantes et sans lesquelles la France ne serait pas tout à fait ce qu'elle est au niveau mondial. Comme je l'ai dit en Martinique, c'est une richesse humaine et culturelle magnifique pour nous. C'est aussi un potentiel économique considérable qui fait de nous le 2e espace maritime au monde. Et puis également un outil, une force stratégique puisque nous sommes présents sur tous les océans. Donc voilà, il y a l'affect et puis il y a la raison aussi. Ensuite, il faut rassembler largement. Et je le rappelle, les primaires, pardon chère présidente, je vais partir au même parti, mais ce ne sont pas les primaires des Républicains, c'est les primaires de la droite, du centre, ouvertes, je l'espère, au-dessus du hollandisme. Il me semble qu'il y en a pas mal en ce moment. Oui, il a tendance à monter. Il y a un nouveau parti. Voilà. Et puis ensuite réformer, parce qu'il faut rassembler pour agir. Et nous avons besoin de réformes profondes. Ce qui rend aujourd'hui les choses très difficiles, c'est que le président et le gouvernement tentent de faire des réformes qui sont exactement en contradiction avec ce pourquoi ils avaient été élus. Je considère aujourd'hui que le discours d'Alain Juppé, qui est un discours apaisé, un discours pour rassembler, il n'utilise pas la technique des clivages, il cherche effectivement à comprendre ce dont la France a besoin. Je crois que c'est cela. À un moment donné, on a peut-être besoin des hommes qui bousculent, qui essaient de transcender les choses. Mais je crois, après toutes ces années, on a besoin de stabilité, d'un homme sage, d'un homme qui sera écouté et puis surtout qui laissera aussi un gouvernement, une équipe fonctionner et faire les réformes. Et il aura l'avantage, parce qu'Alain Juppé ne cherche pas une nouvelle carrière politique, il aura l'avantage de ne pas être omnibulé par sa réélection. Je suis présidente de la fédération, mais j'ai été aussi nouvellement nommée présidente du comité d'organisation des primaires pour la Guadeloupe. Donc je serai là pour tous les candidats qui viendront en Guadeloupe. La droite se porte de mieux en mieux, la droite se redresse. Vous avez vu aujourd'hui un très bel accueil avec de nombreux élus de
droite. La droite se porte bien et se portera de mieux en mieux. Les travailleurs communaux de la ville de Capesterre-Belle-Eau se sont mobilisés ce matin. Cette mobilisation qui touche le CECAS, la police et la caisse des écoles a pour but de dénoncer les conditions de travail des salariés et réaffirmer leurs revendications sur leur évolution de carrière. Reportage de Maxime Morel. Depuis le 26 novembre 2015, nous devons préavis de grève pour maire commune Capesterre. Et à partir de là, depuis le 1er novembre, nous avons dans les négociations, nous faisons 7 négociations. Et au point de ne pas porter à rien, car il y a 11 points de revendication et en grande majorité qui concerne l'organisation de service, les questions à carrière et tout ce qui concerne le régime indemnitaire et les tickets restaurants. Et malheureusement, nous rendons compte à travers les différentes discussions que nous faisons, pas ni pont à rien des concrets qui sortent dans ça. Et personnel là, est exaspéré de vrai qu'on met qu'à jouer conseil, surtout qui concerne les situations à eux. Et nous faisons rencontrer hier à niveau à maison de quartier des sources pour permettre effectivement à ce que nous fassions l'information passer des côtés à eux. Et la décision prend à ce que nous rassembler aujourd'hui à niveau devant la mairie là pour maire Capesterre dire nous qui disposition qu'on mettre en place pour régler ces revendications à 100 fois pour une fois. Et par intermédiaire M. Claude Maurice qui a proposé, qui s'est adjoint au maire de la commune Capesterre, il a proposé nous faut rencontrer jeudi matin pour nous faire une mise au point concernant ces revendications là et pour rencontrer l'ensemble du personnel le vendredi là. Nous dit pas question et c'est là mais la ville nous apprendre qu'il a dit nous qu'il a été pour recevoir M. Juppé et qu'il pas même au courant à les dispositions et que de là il a arrêté à ce que nous rencontrions le mardi 12 à 11h à le même côté là au niveau de la maison de quartier et encore informer l'ensemble du personnel qu'il va accord pour permettre à ce que tout le monde présent au niveau et ça pour nous ça permettre à ce qu'il dit nous qui disposition qu'on mettre en place pour les situations personnelles là. Nous avons rappelé que les revendications qui concernent les gens à la caisse des écoles, CCAS, la mairie, la police, et qu'il n'y a pas question effectivement qu'en matière de carrière, qu'un certain nombre de privilégiés comparativement à d'autres, et nous avons essayé effectivement de chercher à ce que la commune soit en équilibre, mais nous avons fait ça et ça qu'il faut parce que nous avons dit que pour y avoir de grève un bout à roulette, si mais là pas arriver à comprendre, nous avons passé en phase et nous avons fait en sorte à ce qu'on n'y va pas passer, pas même on voit typer et circuler, si on ne pas comprendre que fait forme là et faire GV, on fois pour une fois. Et la police se mobilisait également à Capesterre-Belle-Eau, donc dans le prolongement de la manifestation nationale de ce jeudi 7 avril à Paris. L'unité SGP Police appelle tous les policiers de Guadeloupe à se mobiliser durant toute la journée pour faire entendre leur voix. Parmi leurs revendications, on trouve notamment une demande de renfort des effectifs, la revalorisation indiciaire, une reconnaissance et une revalorisation du métier d'ADS ou encore la construction de nouveaux locaux à Basse-Terre et à Capesterre-Belle-Eau. Et on poursuit donc avec le développement de nos titres. Aujourd'hui, Danick, c'est la journée mondiale de la santé, donc on va parler un peu de santé. En forme, c'est le nom du futur centre sportif pour l'obésité en Guadeloupe, porté par Laura Flessel et Michael Munier. Ce centre proposera une prise en charge physique complète des patients obèses et d'un accompagnement jusqu'à l'intégration dans une activité sportive quotidienne. Après 2 ans d'essai à Nancy, c'est en Guadeloupe que le centre ouvrira prochainement ses portes. L'obésité, on le rappelle, est un problème important de santé publique dans de nombreux pays. En Guadeloupe, 54,6% de la population serait en surpoids, dont 22,9% en situation d'obésité. Toutes les initiatives sont donc bonnes à prendre. C'est mardi que le projet En Forme a été présenté au CREPS des Antilles-Guyane. Reportage de Sébastien Affaire et Bruno Etonneau. L'objet de la réunion de ce soir a pour vision de présenter un projet de villa de l'obésité en Guadeloupe et faire du premier centre, parce que Nancy c'était le laboratoire, maintenant qu'on est bien expérimenté sur le domaine, de lancer notre premier centre ici en Guadeloupe. On va présenter un ensemble de professionnels de santé, professionnels institutionnels, le site En Forme avec les spécificités qui font notre prise en charge en matière d'obésité. J'interviens en tant que responsable des coachs sportifs et coach sportif sur l'établissement pilote qui a eu lieu à Nancy. Maintenant, je suis là pour l'accompagnement des patients sur le centre, faire en sorte qu'on pratique une activité physique adaptée avec une grosse émulation dans un travail de groupe. Ma mission, moi, c'est d'arriver à faire en sorte que les patients soient les mieux possibles encadrés, aussi bien sur le milieu sec que le milieu humide,
avec vraiment un gros travail autour de la confiance en soi, la recherche de l'optimisation de l'effort sportif. Donc toutes les personnes qui vont être présentes ce soir viennent aussi pour la conférence pour écouter, un petit peu entendre le recul d'un travail sportif qui a 2 ans de vie. Le projet En Forme, c'est un centre thérapeutique pour lutter contre l'obésité. L'objectif est de pouvoir avoir un lieu permettant aux personnes en obésité morbide et sévère de pouvoir trouver un centre, une écoute pour travailler l'estime de soi, pour travailler l'activité physique afin de retourner gérer avec une meilleure santé. Un Guadeloupéen sur 2 est en surpoids. Quel est votre avis face à cette maladie? Dans la lutte contre l'obésité, la responsabilité est-elle individuelle? Quelles seraient les solutions à mettre en place pour changer nos habitudes de consommation? Je vous propose de voir tout de suite le micro-trottoir de Yanis Péquignot. Ah oui, en effet, je pense qu'il y a un vrai problème d'obésité en Guadeloupe. Il y a beaucoup de gens en surpoids. On le voit, hein, malheureusement. Je pense que j'ai entendu parler d'ailleurs que souvent les yaourts ou les sodas étaient plus sucrés qu'en métropole. Alors je crois que déjà ça c'est pas normal, ça aide pas les gens. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de malbouffe, quoi, de malnutrition, je sais pas. Peut-être qu'il y a une éducation à faire pour le mieux manger. Je pense que c'est un problème réel en Guadeloupe. Quand on regarde les gens, il y a beaucoup de gens qui sont en surpoids et on a une alimentation quand même qui est assez riche et grasse quand même. Quand on regarde ce qui se fait un peu ailleurs, on voit bien que l'alimentation typique antillaise est assez grasse et c'est bon mais c'est gras. Donc je pense que nous sommes assez touchés par l'obésité, oui. Alors l'obésité en Guadeloupe, en fait il faut manger sainement. On est dans une île où il y a plein de produits, des légumes frais, des choses comme ça, et qu'ils arrêtent de manger à tout bout de champ, des pizzas, de la malbouffe, des gras, des choses importées, alors qu'on est dans un pays où on peut avoir voilà, un fruit tapin, des trucs, des légumes, des choses comme ça, et puis il y a la nature. Il faut en profiter, il y a beaucoup de marches, vous pouvez marcher, on a la forêt, on a la mer, on a de tout pour qu'on soit heureux. Eh bien écoutez, moi je suis là depuis 1 an et demi, 2 ans. Je ne peux pas dire que j'ai remarqué plus qu'ailleurs qu'il y a un problème d'obésité ici. Je pense que c'est un problème hélas général, en fait mondial, hein, avec les McDo, la restauration rapide, tout ce qu'on peut avaler de pas bon pour la santé. Peut-être aussi le manque de sport, quoique j'ai remarqué que les Guadeloupéens quand même étaient assez sportifs, hein. On les voit beaucoup courir et faire du sport. Selon moi, oui, il y a quand même un problème d'obésité et on constate qu'il y a quand même une bonne évolution, une bonne augmentation d'obésité qui touche de plus en plus nos jeunes, nous. Donc je suis quand même concernée donc, quand je parle des jeunes. Par exemple, dans mon lycée, je sais qu'on réduisait, par exemple, ils ont même annulé les sauces telles que mayonnaise, ketchup, les boissons trop sucrées, voilà, dû à l'obésité qui touche encore plus les jeunes maintenant. Et autre fléau qui touche notre société, 85% de la population mondiale souffre de diabète. En 2012, le diabète a tué 3,7 millions de personnes dans le monde. Une maladie justement favorisée par le surpoids. La mairie de la ville de Bémao, Hélène Poliphante, en partenariat avec la Mutualité française de Guadeloupe, conviait ce matin ses administrés seniors à une conférence débat sur le thème prévenir et vivre avec le diabète. Reportage de Nicolas Hachi. Nous avons pris l'habitude d'organiser des actions qui visent à informer les aînés. Et donc nous avons des ateliers de prévention santé. Aujourd'hui, avec l'aide de partenaires comme la Mutualité française, nous avons organisé donc un débat de prévention autour du diabète. C'est toujours un succès lorsque nous organisons des actions de prévention, des débats pour les seniors. On a une population senior très active dans la ville. D'ailleurs, nous avons initié aussi avec l'université, en tout cas un universitaire, des débats, les prémices de ce qu'on va appeler l'université des seniors, des débats qui connaissent autant de succès.
Donc oui, aujourd'hui du succès et toujours du succès lorsqu'on fait des débats pour les seniors, lorsqu'on propose d'informer nos aînés. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le CCAS de Bemao et la ville de Bemao justement pour pouvoir mettre en place des actions de prévention et de promotion de la santé qui est le cœur de notre métier. Donc on va au sein des quartiers, dans chaque ville si possible, afin d'amener ces messages de prévention pour permettre à chacun de prendre en compte leur santé, de mieux se porter. La question qui m'a été posée finalement par ce groupe, c'est de savoir est-ce que le diabète est-ce qu'on peut faire de la prévention de la maladie et comment est-ce qu'on peut bien vivre avec cette maladie. Et je vois que j'ai porté l'accent surtout aujourd'hui sur la notion de prévention parce qu'on sait que chez les patients qui ont une prédisposition à cette maladie, on peut en mettant en place des mesures relativement simples que sont l'activité physique régulière, que sont une alimentation équilibrée, riche en fibres, pauvre en sucre et pauvre en graisse, on peut effectivement éviter le passage à la maladie, en tout cas retarder l'apparition de cette maladie chez les gens qui ont une prédisposition héréditaire. Je suis venue prendre des informations parce qu'à un moment donné, j'avais 1,15 g de sucre dans le sang. Depuis ce jour, il m'arrive d'avoir 0,50 g dans le sang. Je suis tranquille, mais il faut toujours s'informer, chercher à savoir, chercher à connaître parce que c'est une maladie silencieuse. J'ai des parents qui sont effectivement diabétiques et qui sont très diabétiques. Alors je vais porter une petite connaissance en plus. Très intéressant cette réunion, ça enrichit et ça m'excite aussi, ça me pousse aussi à faire davantage de sport. Et une équipe de recherche marine a mis fin à son expédition de 42 jours au large de la Dominique après avoir trouvé au moins 9 nouvelles espèces de poissons et de crustacés sur la côte ouest de l'île. L'équipe a trouvé notamment une torpille de rayon, une nouvelle espèce d'anémone et une espèce non identifiée de roussette. De nombreuses espèces attendent l'identification exacte par des experts dans divers musées d'histoire naturelle et les institutions de recherche aux États-Unis et aux Pays-Bas. Toutes les informations et les spécimens recueillis en Dominique seront finalement disponibles pour les chercheurs à l'échelle mondiale. Il est 13h21, on prend une petite page de pub et on se retrouve juste après. Il est 13h25, on reprend donc les titres de l'actualité de ce jeudi 7 avril. Donc Alain Juppé est arrivé hier soir en Guadeloupe. Le candidat donc à la primaire de la droite pour l'élection présidentielle de 2017 profitera de ses 48 heures de visite pour rencontrer ses partisans. Une visite normalement qui lui permettra de publier un projet pour les Outre-mer. Les employés communaux de Capesterre-Belle-Eau se sont mobilisés ce matin. Cette mobilisation qui touche, on le rappelle, le CECAS, la police et la Caisse des écoles a pour but de dénoncer les conditions de travail des salariés et réaffirmer leurs revendications sur leur évolution de carrière. Et enfin, un nouveau centre sportif verra le jour en Guadeloupe. Il s'agit du projet En Forme initié par Laura Flessel et Michael Munier. Ce centre sera ouvert exclusivement aux patients atteints d'obésité. Et donc, Dani, vous étiez présent lors de l'arrivée d'Alain Juppé. Est-ce que vous voulez nous dire un mot dessus? Mais écoutez, Alain Juppé est venu, comme François Fillon le fera sans doute la semaine prochaine, puisqu'il est prévu une tournée. Alors vous savez qu'avant chaque élection présidentielle française en Guadeloupe, les représentants des partis français, que ce soit, on a reçu il y a quelques semaines un représentant de l'UPR, vous vous souvenez, et cette fois-ci, c'est Alain Juppé qui est venu faire sa tournée, comme je le disais un petit peu avant même François Fillon, et probablement Sarkozy aussi viendra. Alors, autre question qui est posée en ce moment, c'est la venue prochaine et prévue de Marine Le Pen, puisqu'elle a annoncé à Paris qu'elle viendra ici. On sait qu'à 2 reprises, elle a tenté de venir et chaque fois, il y a eu des comités. Je me souviens même, il y a eu un comité qui s'appelait Le Pen Péké Palais et qui avait quelque peu obscurci le trajet de Mme Le Pen et elle n'était pas venue. Alors, pour revenir à Alain Juppé
est aujourd'hui la personnalité chez les Républicains en France qui est en vue. Vous savez qu'au sein même du groupe des Républicains, il y a Fillon, il y a Sarkozy, il y a Le Maire, enfin ils sont une foultitude de candidats qui viendront en Guadeloupe, qui viennent en Martinique, qui viennent en Guyane, qui vont en Réunion, parce qu'on sait très bien que l'élection présidentielle française qui se prépare dans les semaines à venir, dans les mois à venir, c'est-à-dire l'année prochaine, sera extrêmement serrée et on aura une fois de plus besoin des voix des gens qui vivent dans nos pays, et c'est la raison pour laquelle M. Juppé est venu. Alors, autre chose qu'il faut remarquer, c'est que lors de cette visite, j'ai noté qu'il y avait un certain nombre de dinosaures qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps qui étaient présents. Philippe Choulette, par exemple, le maire de Goubert, Luc Adémar, des gens et Aldo Blaise aussi, des gens qu'on a l'impression qui étaient un petit peu dans la naphtaline. Bien, Alain Juppé les a permis de ressurgir, et donc ces gens-là vont peut-être jouer un rôle dans les jours qui viennent. Alors, dernière remarque autour de cette visite d'Alain Juppé, c'est l'occasion qui est donnée à la droite guadeloupéenne, qui est un petit peu, il faut le dire, enfouie depuis quelques années. On n'entendait plus parler de la droite, et cette droite semble reprendre des couleurs, et ça, il faudra dans quelques semaines qu'on explique aux Guadeloupéens, nous aurons l'occasion d'y revenir, pourquoi et comment la droite guadeloupéenne, qui depuis 2004 date de la période où Mme Chevrier avait perdu les élections, pourquoi cette droite guadeloupéenne est en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. Mais là, il est encore trop tôt. On va attendre la fin des visites, je veux dire, pré-présidentielles, que ce sont des primaires qui se préparent en France, et ces primaires, on le sait, se joueront en Guadeloupe, puisque la dernière information, c'est que la présidente de la Fédération des Républicains en Guadeloupe, Sonia Petrou, était aussi en présence hier soir avec Marie-Louise Panchard, et Marie-Louise Panchard m'a même dit, M. Juppé viendra à Basse-Terre, non seulement pour me voir à la mairie, ce qui doit se faire en ce moment, mais il y aura une visite protocolaire au domicile de ma mère, chez Lucette M. Chevry, qui, fatigué, n'a pas pu se rendre hier soir à sa visite. Voilà ce qu'on peut dire sur cette visite d'Alain Juppé aujourd'hui. Dernier mot, et on terminera sur ce dernier mot. Il y avait une absence très remarquée hier soir à l'aéroport, c'est l'absence de Bernier, je parle bien sûr de Laurent. Voilà, on va tout de suite, puisqu'on parle de Bernier, mais là c'est avec Maritza, qui est avocat, qui n'a absolument rien à voir avec cette visite de hier soir. C'est juste pour faire la transition, on va parler aujourd'hui avec nos avocats de la chronique juridique qui se fait comme chaque semaine ici, et donc probablement le sujet est déjà à l'ordre du jour, et c'est ici vous qui allez commencer par la première question. Alors aujourd'hui, on va parler donc de cassation. Donc ce qui m'amène à poser la première question. Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation? Alors, un pourvoi en cassation, on connaît très bien ce qui est une procédure d'appel. Le pourvoi en cassation, lui, est une voie de recours extraordinaire, en ce sens que la Cour de cassation ou le Conseil d'État ne rejuge pas les faits comme une cour d'appel, mais ils vont rejuger une affaire en droit. C'est-à-dire que le juge de cassation va vérifier que les juges du fond ont respecté à la fois les règles de procédure et également les règles de droit. Alors si le juge de cassation estime qu'une règle de procédure ou une règle de droit a été violée, il va casser l'arrêt d'appel, et il va permettre au justiciable il va permettre que l'affaire soit jugée par une autre juridiction de la même nature. Voilà un petit peu ce qu'est le pourvoi en cassation. Il faut savoir que le délai pour ce pourvoi en cassation est de 2 mois à compter de la notification d'un arrêt devenu définitif. Et juste une précision, Maritza, est-ce que le pourvoi en cassation se fait dans les mêmes conditions que le premier procès, je veux dire, les mêmes avocats, la même juridiction, etc. C'est une juridiction de même nature, donc si la décision a été rendue par une cour d'appel, ça sera une autre cour d'appel autrement constituée qui va connaître de l'affaire, mais les mêmes conseils peuvent assister les justiciables. Et donc, j'ai envie de poser la question toute naïve, c'est une juridiction qui peut casser donc une décision qui a été prise avant.
Dès lors que la loi aura été violée, par exemple, ou qu'une règle de procédure n'aura pas été respectée. Alors, j'ai cru comprendre, en tant que justiciable tout à fait naïf, que quelquefois en cassation, les choses, on peut augmenter en appel. Il y a une différence entre la cassation et l'appel quand même. Tout à fait, puisqu'en appel, on va rejuger l'affaire, on va la rejuger en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la rejuger au fond. Le juge de cassation, lui, il ne rejuge pas les faits. Il va examiner un jugement, simplement. Deuxième question, ici. Et qu'est-ce que l'intervention volontaire? On peut répondre par un exemple. Si par exemple, un monde qui a loué un morceau de terre, qui a dit bon, moi, à louer pour exploiter, vous pouvez planter canne si vous voulez, vous pouvez faire jardin, vous pouvez faire élevage, vous pouvez faire ça la veille, à louer, même vous pouvez peut-être même construire assis. Bon, donc on y papier de location ou qu'on exploite là. Et pendant qu'on exploite là, on d'autres monde qui a crié devant le tribunal et qui a dit sorti là. C'était moi. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, on n'a pas répondu. Ah, bah, comprendre. Mais papier moi, c'est monsieur tel ou moi tel qui autorise moi à écrire là, à exploiter là et on écrit. Et c'est à ce moment-là ça que moi qui savent qu'en loué là en parlant pour un clandestin. Ah ben en que dit moun là qui loué là-bas là, mis un moun tel criant devant le tribunal, il faut venir de dire c'est vous qui mettez là. Alors moun là ça qui loué là, soit Kevin qui est pour un avocat et qui a dit qu'il intervienne volontairement à dans l'affaire là. Mais aussi, là on vient dire, mieux comme dans les sorties là, il peut faire qu'on dit pas comprendre, mais qu'il ne pas attendre et qu'il ne pas occuper de ça. Et c'est à ce moment-là ça que moins à quel intérêt à faire quoi qu'il y ait en mise en cause. C'est-à-dire en quel point de justice et en quel demandé à ce qu'il vienne dans le procès là. Puis il vient dire que c'est lui qui met en l'air, etc. Et à ce moment-là, ça, il paye pour un avocat. Il paye pour un avocat. Il fait ça, il veut. Mais du point de vue de la procédure, si jamais le tribunal là, par exemple, a décidé effectivement que tel là, pas tel monsieur tel et qu'il pas ni à mettre là. Mais moi qui j'ai cultivé tel là, qui j'ai peut-être fait petit cas en moi assis, a subi un préjudice. Et à ce moment-là, ça, on est autorisé à demander condamnation à mon là qui met là à des dommages et intérêts. Et donc c'est ça la différence là. Oui, donc à pas mon là qui en était là qui payé, c'est mon là qui fait qui loué ban là. Qui loué ban là parce que si on vient dire moi que à partir de monsieur, il pas droit louer ban moi. Or en chaque espace était là, en j'avais peut-être même été casant là. Là venu croiser tout ça. Ouais. Mais on a subi un préjudice. Donc c'est qui menti ban moi donc il gagne à dédommager moi. Et ces mêmes cas là, c'est par exemple pour acheter un butin volé. Ou pas ça que mon a volé, ils vont portable n'importe butin et après ça mon a vient dire mais ça c'est portable en moins. Est-ce qu'on doit tourner au compte mon a qui vend vous là ou bien c'est vous qui priez dans butin ça? Ah, son situation un peu compliquée, ça pas aussi simple que ça. Si on vend un butin volé bah ouais, mais on pas ça qu'il volé. On pas ça qu'il volé. Ouais. À un moment là ça, si on a un papier, sinon un acte de vente. On a dit qu'il ils vendent tel portable ou tel bien bas. Et quand d'autres monde a dit mais c'est en moins, à ce moment-là ça, on est autorisé à mettre en jeu responsabilité à mon là qui vend bas là. D'accord. C'est ce que ouais. Et si ils sont posés qu'ils font, ah bon, ou s'ils pas viennent volontairement, évidemment ils viennent si ça vous a volé. Ou comme j'ai fait, si vous adressez, en intervention forcée, c'est-à-dire demander un huissier de crier en mise en cause, puis venir dans la procédure là. Et si effectivement, il dit que ça t'est volé, ah ben ok, si par exemple son portable qui a été vendu, à demander condamnation à dédommager, à prix à portable et peut-être encore plus parce que des frais de procès, etc. Et mais mon qui vend portable là, il peut trouver une peine, peine. Ah oui, ça c'est l'aspect pénal. Oui, non, même si nous étions au civil, oui. C'est-à-dire que si
On me fait un portable bon moi. On doit nous dire moi c'est portable bon moi. Bon, c'est portable. À un moment là ça, il a crié moi peut-être devant le tribunal, il pas porter plainte. Il a crié moi devant le tribunal pour dire bon portable etc. Moi on dit à pas voler portable, à pas atteindre tout c'est tel monde qui vend les bon moi. Moun là ça, on dit ça soit que vient dans procédure là. Qui font une intervention volontaire et s'il paie bien comme il ça voler il paye rien en quelque font une intervention forcée en quelque fait une mise en cause donc ça est quoi dit si pas niveau sous pas niveau là ça pas cas là ça c'est dans le niveau pénal si par exemple que moun là qui pète pour voler portable là il porte plainte hein ou voler portable maman porter plainte affaire là vient devant le tribunal et que si il arrivait à démontrer qu'en réalité, on te savent que le portable a été volé. C'est quoi qu'il y a une connaissance de l'origine frauduleuse de la chose. On te savent qu'il a volé, moi, au sang ou sous lait. Et il y aura dit aussi, pas ni sous lait, pas ni volé. Et à un moment là, ça, non seulement, il y a qui bon dédommagement, mais que vous coordonnez-moi encore pour vous seul. D'accord. Et que signifie faire opposition à un jugement et qui peut le faire? Alors il arrive qu'un jugement soit rendu contre un justiciable, mais sans qu'il ait comparu. Alors on dit dans ce cas-là que le jugement est rendu par défaut. Alors dans ces cas-là, bien évidemment, il y a un préjudice pour le justiciable puisqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits. Dès lors qu'il va justifier d'une excuse valable, par exemple, soit qu'il ait été malade, soit qu'il a été assigné à une mauvaise adresse, il va pouvoir faire opposition au jugement rendu par défaut dans le délai de 2 mois de la signification de ce jugement. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le jugement qui a été rendu contre lui en son absence va être annulé et qu'il va pouvoir être jugé en sa présence devant la même juridiction. Alors cette procédure présente bien évidemment un intérêt par rapport à la procédure d'appel, puisqu'il ne va pas perdre un degré de juridiction, il va être jugé en première instance à nouveau, alors même qu'il aurait été absent. Alors, il faut savoir que si vous faites opposition et qu'à l'audience qui vient sur opposition, vous êtes absent, vous ne pourrez pas faire jouer 2 fois cette procédure-là. Opposition sur opposition ne vaut. Voilà. Alors, avant de revenir sur une question qui avait été abordée la semaine dernière sur le dossier médical, 2 personnes m'ont posé une question à laquelle je ne peux pas répondre. On m'a demandé comment on nommait un bâtonnier, qu'est-ce que c'est qu'un bâtonnier et pourquoi le bâtonnier était nommé en avance par rapport, puisqu'on a entendu la semaine dernière où il y a 15 jours que le nouveau bâtonnier avait été déjà désigné alors que l'autre est en fonction. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Surtout que bâtonnier là, c'est déjà, disons, que son ordre. Donc c'est chef de l'ordre. Bon. Des faits qu'on te dit, c'est le père de tous les avocats. Bon. Yuka Eli, dans l'Assemblée générale élective. Pour des avocats, de tous les avocats. Tous les avocats. Ouais. Pour 10 ans. Mais il faut y candidater ou bien c'est. Ah, c'est une élection. Ouais. Ah, une campagne électorale. Ouais, on fait campagne on va présenter. Ah oui, c'est une véritable élection. Ah non, c'est une véritable campagne électorale. Ouais. Bon, donc il y a plusieurs candidats en général. Mais là, on voit par exemple, l'avocat là est élu pour 2 ans. Mais avant 2 ans, là, 1 an après, il y a élu, c'est le dauphin. D'accord. Là, il y a élu, il y a le titre d'avocat. Mais il y a un stage, en quelque sorte. Bon, il y a une loi nouvelle actuellement là, bon, pas même savoir si pour une petite là, mais disons qu'il peut en exercice qui répond 1 an après. Par exemple, le sorti désigné là, on a élu un avocat, il peut prendre en fonction et qui prend en fonction en janvier 2017. Là, mais c'est une véritable élection. Et on doit être remboulé, enfin, représenté. Oui. Vous pouvez représenter, peut-être la prochaine élection encore, vous pouvez représenter. D'accord. Alors, donc, je reviens donc à une question qui avait été abordée la semaine dernière, c'est l'obtention de son dossier médical. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais on avait parlé de ça la semaine dernière. Comment obtenir son dossier médical quand on a été hospitalisé et est-ce qu'on peut vous refuser de vous le remettre? Il y a un principe de base. Dossier médical en monde, c'est taille. C'est taille. Mais il y a j'en ai. Et pour moi, c'est qu'effectivement, par exemple, hospitalisé,
gens de casa ou besoin de dossier pour X raisons, c'est à ou commander. Et c'est vrai, quand en particulier là, vous voyez des côtés comme au CHU, c'est vous n'avez pas de dossier ou pas gens il va savoir à qui moun pour adresser pour baouli. Voilà ce qu'on dit, c'est un temps de souplesse, c'est qu'on dit qu'il faut prier, il faut monter à genoux, en gens baron faveur, un petit dossier là, un petit dossier là, en gens commandant en faveur. Alors que nous avons une loi qui a dit qu'il est obligé de dossier médical là. Parce que c'est tard. Il faut payer pour ça? Oui. Alors, oui, tu as 12 fois, ou commander médecin traitant d'aller à l'hôpital là, prendre dossier, ou alors, si par exemple, j'avais un avocat, comme ça qu'a fait assistement, j'avais un avocat. À ce moment-là, ça, avocat là, comme dit, mais il faut que, ou bas avocat là, on lettre, ou qu'a dit qu'il a autorisé à demander dossier là. Il y a un moment là, ça, il y a un dossier là-bas, mais c'est un nombre de pages. Et ça pas très cher. Et on a payé avocat là, on chèque, enfin, avocat là, qui a payé les copies. Bon. Mais si, malgré ça, il n'y a pas qu'à avoir dossier là. Avocat là, j'ai écrit, on va attendre, il n'y a pas à avoir. À un moment là, ça, on peut faire, mettez l'hôpital en mise en demeure en quelque sorte de bas dossier là. Et que si malgré ça, il n'y a pas à avoir, on peut peut-être traduire, assigner, en référé, puis obliger le dossier là. Nous aussi, il y a un côté qu'on a écrit, encore oublié, la CADA. La commission d'accès aux documents administratifs. D'accord. On a écrit là aussi, toujours amiablement. Si l'hôpital Baba, on a écrit donc, à la commission là, ça, équipé intervient pour obliger au dossier. Mais ça qu'il faut retenir, c'est qu'après un faveur que vous commandez, c'est un droit que vous au dossier. Alors, dernier point, mais ça part en question. C'est en précision pour les téléspectateurs, puisque plusieurs gens interpellés moi en faisant part de ça. Des gens qui ont demandé est-ce qu'ils peuvent venir en direct pour parler de cas, il n'y a pas d'affaires, de cas là qu'il y a à traiter et pour des réponses. Alors, moi, je vais poser question là pour les autres en direct aussi. Est-ce que c'est un cadre qui permet ça? Est-ce que nous pouvons de temps en temps faire un monde venir et exposer un problème sans porter résolution, mais au moins exposer le problème là, ou alors est-ce que nous préférons passer à des questions de façon tout à fait théorique? Ce sont des questions qui sont posées et que Zokeni peut-être à répondre, peut-être nous pouvons recevoir mon supplément. Au contraire, ça qui est plus vivant. D'accord. Ça qui est très vivant en tout cas. Plusieurs gens m'ont dit, moi, ça, dans ton cas, mais il y a d'autres cas antérieurs, des gens qui ont des petits problèmes comme ça, ils ne peuvent pas répondre comme nous pas fait de façon interactive. Donc, non, pas de problème. Bon, ben, en cas de ça, les gens qui ont regardé, puis on s'est des gens qui ont regardé les autres tous les jeudis, effectivement, pas en compris nous, mais enfin, il y a un cas qui est vraiment le cas, nous qui transmettent à ces deux confrères-là ça. Là, et à un moment-là, ça, nous pouvons venir en direct parler de telle ou telle affaire. Voilà, il est pratiquement 13h45. Ben, on termine un tout petit peu plus tôt aujourd'hui parce que la représentante de la médiation est fatiguée. On lui souhaite d'ailleurs bon rétablissement. On va la retrouver la semaine prochaine et nous, on vous retrouve demain. Je rappelle que demain, le vendredi, c'est le jour de l'émission et de la mission de G6 sous la presse, puisque c'est la revue de presse avec nos confrères du Progrès Social, nos confrères de Nouvelle Semaine et du Petit Journal. Du Petit Journal, oui. Du Petit Journal. Ensemble, on va débattre un petit peu de la situation de la Guadeloupe. On va passer en revue l'actualité. On parlera probablement de la première visite de M. Juppé, qui est encore en Guadeloupe pour quelques heures. Et ce qui ne fait pas plaisir à tout le monde puisqu'on a l'occasion de se rencontrer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 12h30 pour un nouveau ZCM.